être long, c'est pour ça. Très bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc effectivement, comme toujours, il faut trouver un bon titre à une présentation. Et pour faire un titre, il faut un peu revenir un petit peu en arrière pour se dire qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le monde ces dernières années. Et en faisant cet exercice, je me suis aperçu que c'était le monde à l'envers, que les certitudes qu'on avait en 2008 se sont brutalement inversées, et que peut-être pour certains, ce que vous allez découvrir, enfin ce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer va être une découverte. En tout cas, c'est important d'en prendre conscience. Les choses ne sont pas du tout, ne se sont pas passées du tout comme certains pouvaient s'y attendre. Il y en a donc des nouvelles convergences économiques qui se dirigent à la fois en Europe, aux États-Unis, à l'intérieur du monde émergent. Je vous propose donc ce sommaire. Dans une première étape, je vous parlerai des changements importants qu'il y a eu, le challenge majeur qui est devant nous, et puis on regardera les différentes zones au travers de ce prisme, de ce premier point, des changements fondamentaux et du challenge important qui nous attend. Alors, dans les 5 dernières années, c'est-à-dire essentiellement depuis la crise de 2008 et de la faillite de Lehman Brothers, il y a 4 changements fondamentaux qui se sont produits et qui sont vraiment majeurs et qu'il faut garder en tête pour comprendre comment le monde va fonctionner dans les prochaines années. Alors, premier changement, si vous vous rappelez, l'année passée, il y avait tout un débat en Europe, aux États-Unis, sur est-ce qu'il faut mener des politiques d'austérité pour réduire l'endettement ou est-ce qu'il faut stimuler la croissance. Débat assez important, puisqu'il y avait des gens qui disaient non, il faut que de la croissance, et d'autres qui disaient il faut que de l'austérité. Premier changement important que vous allez constater d'abord, c'est que on a de la croissance quand même dans le monde. Ces différentes courbes vous montrent l'évolution de la croissance économique d'ensemble des grands pays dans le monde, avec cette courbe violette qui est effectivement la croissance américaine, cette économie qui a réussi à générer quand même une croissance importante, qui a un produit intérieur brut qui est nettement plus élevé qu'en 2008 ou en 2007. Derrière, celui de la Suisse, puis ensuite différents types de pays, et ceux qui n'ont pas pu générer de la croissance sont effectivement ceux qui ont dû faire cet ajustement, celui qu'on connaît bien, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Mais d'une manière générale, maintenant ça fait 5 ans qu'il y a de la croissance économique. Et le plus intéressant, c'est qu'on a de la croissance, mais on a aussi une certaine austérité, puisque, comme on va le voir, les déficits budgétaires se sont améliorés. Alors, sur ce graphique, vous avez donc toute une liste de pays, et puis vous allez voir apparaître, sous forme de points, les déficits budgétaires primaires, comme on dit, donc c'est les déficits budgétaires avant le paiement des intérêts sur la dette, c'est-à-dire la vraie capacité d'un État à savoir gérer ses recettes et ses dépenses. Donc voilà la situation qu'on avait en 2009, avec quasiment tous les points du côté gauche de cette barre rouge, qui signifie qu'on avait des déficits budgétaires, qu'il n'y avait que 2 pays qui avaient un déficit primaire, un excédent primaire, c'est la Norvège et la Suisse, qui sont donc du côté droit de cette barre rouge. Alors aujourd'hui, la situation est la suivante. Vous voyez donc les points se sont déplacés vers la droite, puisque beaucoup de pays qui avaient des points jaunes du côté gauche de cette barre rouge se retrouvent avec un excédent budgétaire. On retrouve par exemple l'Italie qui avait un déficit structurel budgétaire primaire et qui se retrouve aujourd'hui vers un excédent. Et ainsi de suite, et on retrouve donc beaucoup de pays inattendus. On a la Grèce aussi qui va générer un excédent budgétaire l'année prochaine grâce à son excellent contrôle des dépenses publiques. Et puis même les pays les plus en difficulté, tout en bas de l'échelle, donc ceux qui sont toujours en déficit budgétaire important, si on prend le Japon, le Royaume-Uni ou les États-Unis, vous voyez que le point orange était très à gauche et puis ça s'est déplacé vers la droite. Donc il y a une amélioration fondamentale. Donc on a quand même réussi un petit peu à résoudre cette équation dont on discutait l'année passée, croissance ou réduction des déficits budgétaires. On a réussi à avoir un peu des deux, des programmes d'austérité et un peu de la croissance, et ça, c'est un changement important qui s'est mis en route. Deuxième changement, on va tordre un petit peu certaines idées préconçues, mais l'Europe est en train de s'améliorer également. En pleine crise, et les années précédentes, l'Europe a une grande difficulté à générer des exportations et avoir un excédent de sa balance commerciale. Ce qu'il s'est passé, et voilà le graphique qui est intéressant, vous voyez sur ce graphique l'évolution des exportations, c'est la courbe orange qui, dès la fin 2011, se met à progresser. Quand les exportations progressent, ça veut dire que soit vous êtes compétitif, soit il y a de la demande pour vos produits à l'extérieur de votre pays. Mais la morale de ça, c'est que vous vendez plus et donc vous avez réussi à produire moins cher et à vous positionner sur les marchés internationaux. Ça, c'est très positif. Puis dessous, vous avez la courbe noire qui représente les importations, qui elle a un peu baissé, puisqu'évidemment, cette zone européenne était en récession. Et
quand vous êtes en récession, vous avez moins d'argent pour importer des produits. Donc l'Europe a réussi cet ajustement, être plus compétitif, vendre plus de produits à l'extérieur, réduire ses importations, et cela se traduit par cette courbe qui est la balance commerciale. Et aujourd'hui, vous voyez cette courbe qui monte beaucoup, signifie que l'Europe a un excédent commercial qui grandit mois après mois, et ça c'est un élément fondamental qui est un signe fort qui dit que l'Europe réussit dans son ensemble à se positionner d'une manière plus intéressante que d'autres pays et peut-être même que les États-Unis à l'heure actuelle. L'autre changement important, c'est les États-Unis, on l'avait vaguement évoqué l'année passée, mais je voulais revenir sur ce sujet. Et c'est vrai que l'Amérique est en train de redevenir une puissance industrielle. On voit de nouveau des industries qui avaient été délocalisées dans les pays émergents qui reviennent sur le sol américain. On revoit une industrie dans l'acier qui se reconstitue. On revoit de la chimie qui devient importante et qui réussit à exporter. J'ai choisi de vous montrer un graphique sur les véhicules, des voitures exportées par l'économie américaine. Vous allez voir, c'est assez frappant. Donc voilà l'évolution des exportations de voitures fabriquées aux États-Unis. Vous voyez cette grande crise en 2008 avec la faillite évidemment de GM et puis l'intervention de l'État américain qui est venu effacer toutes les dettes de ces sociétés automobiles, qui a permis de les restructurer, qui a permis de reproduire bon marché et puis de reconquérir les marchés extérieurs. Et donc depuis 2009, les automobiles américaines ont repris l'ascenseur quelque part et se revendent de manière attractive. Et ça, c'est un signal, c'est un petit secteur au niveau de l'échelle américaine, mais c'est un signal fort qui montre que cette Amérique est capable et a été capable de se restructurer pour produire des produits attractifs dans les pays étrangers, alors que ce n'était plus le cas auparavant. Et puis, dernier changement majeur, c'est celui-là peut-être le plus important, c'est que si vous vous rappelez 2008-2009, en pleine grande crise financière et économique, tout le monde se disait, voilà, le sauvetage viendra des pays émergents, c'est grâce à eux qu'on réussira à se sortir de cette crise financière. C'est tout le contraire qui s'est produit, puisque si on regarde la croissance économique, ici en particulier de l'Inde et du Brésil, elle a chuté de 10% à 2 à 3%. Donc on a eu un affaissement de la croissance économique dans les pays émergents, dans leur ensemble, de manière très très importante. Et cela s'est traduit évidemment par des monnaies, et ici vous avez l'évolution du réal brésilien et de la roupie indienne contre le dollar, par des baisses de 30% depuis leur plus haut. Donc le mythe du marché émergent qui allait sauver le monde s'est effondré comme les monnaies sur ce graphique. On a donc un changement fondamental qui s'est opéré entre le monde, l'ancien monde développé et le nouveau monde dit émergent. Voilà pour les changements fondamentaux qu'on va approfondir un petit peu plus tard. Avant de passer à ces changements, j'aimerais attirer votre attention sur le challenge qui nous attend, qui est un challenge qu'on connaît, mais qui est évidemment celui des banques centrales. Vous savez que ces banques centrales, dans l'ensemble du monde, ont développé disons, des bilans très très importants pour soit acquérir des devises, c'est le cas de la Banque nationale suisse, soit prêter aux États, c'est le cas de la Banque centrale américaine. Bref, leurs bilans se sont accrus de manière très très importante. Voilà la courbe qui représente l'ensemble des bilans des banques centrales de la zone euro, du Japon, d'Angleterre, des États-Unis. Et vous voyez que cette courbe grise, elle est montée violemment et qu'on atteint des sommes qui sont vraiment très très importantes, puisqu'ici on est sur 8 trillions de dollars, ce n'est pas des petits montants. Et puis en parallèle, l'action de ces banques centrales, ça a été de maintenir évidemment ces taux d'intérêt, c'est la courbe orange, le plus bas possible. C'est ce qui a permis de générer cette croissance justement dont on parlait au tout début. Mais il faut bien avouer qu'aujourd'hui, avec cette croissance économique qui revient, ces équilibres qui sont en train de se rétablir, les banques centrales savent qu'elles vont devoir changer cette politique, mais elles ont un petit peu de la peine à se lancer dans la course. Alors, la banque centrale qui est la plus informée et qui était la première à se lancer dans ces programmes, c'est la banque centrale américaine, la Fed, qui veut trancher, ça c'est sûr, elle veut faire ce fameux tapering, comme on dit, c'est-à-dire réduire ses achats de bons du trésor ou réduire ses achats de titres hypothécaires. Elle le veut parce qu'elle sent que c'est le moment, mais elle a quand même quelques inquiétudes. Alors voilà l'évolution des taux d'intérêt sur le bon du trésor américain à 10 ans. Depuis 2009, vous voyez qu'à chaque flèche correspondait à un programme d'achat particulier de cette banque centrale américaine et à chaque fois les taux d'intérêt baissaient derrière cette décision. Et puis est arrivé le premier commentaire de la banque centrale américaine au printemps 2013 qui a dit, et qui n'a rien fait, qui n'a fait que dire il faut qu'on inverse la machine, il faut qu'on mette la machine en arrière, c'est-à-dire arrêter ces programmes qu'on a lancés depuis 2009. Ils n'ont rien fait, ils ont simplement parlé, et le simple mot ont fait basculer ces taux d'intérêt vers le haut d'une manière substantielle, puisqu'on a des taux d'intérêt de 10 ans qui sont passés de 1,5 à presque 3% aux États-Unis. C'est considérable.
Donc ces banques centrales ont vu là, et la Banque centrale américaine a vu là tout le danger, évidemment. C'est qu'à se lancer trop vite dans cette inversion de politique monétaire, elle pouvait risquer de faire monter les taux d'intérêt trop haut et trop rapidement, ce qui allait annuler en fait tous les effets bénéfiques précédents qu'elles avaient créés grâce à cet afflux de liquidités. Donc, on va essayer de décliner dans les différentes régions, au travers de ces prismes, des changements fondamentaux et de ce changement de politique monétaire. Alors, aux États-Unis, c'est sûr que ce renversement de politique monétaire qui va arriver, qui a déjà commencé, sans qu'il soit vraiment mis en avant, mais les marchés ont fait monter les taux d'intérêt, ça aura un impact sur le marché immobilier. Alors, ça peut faire peur, parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est justement ce qui a créé la crise de 2007-2008, c'est l'effondrement du marché immobilier. Voilà l'évolution des taux hypothécaires aux États-Unis depuis 2006-2008. Vous voyez donc cette longue descente et puis évidemment cette brutale remontée des taux hypothécaires suite à ce discours de la Banque centrale qui a dit il faut que ça change. Donc là aussi, forte hausse des taux hypothécaires de 3,5 à 4,5%. Et en général, comme vous le savez, quand les taux hypothécaires montent, c'est pas très bon pour le prix de l'immobilier. Alors c'est dommage parce que c'est ce qui marchait très bien justement aux États-Unis. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution du prix de l'immobilier au niveau national. Après cet effondrement en 2008-2009, vous voyez que ce prix de l'immobilier était bien remonté. On a même eu des hausses très substantielles, puisque cette année, dans les 12 derniers mois, on a même des hausses de 24% du prix de l'immobilier à San Francisco. C'est considérable. Alors évidemment qu'avec une politique monétaire qui devient plus restrictive, des taux hypothécaires qui montent, on peut partir du principe que ce marché immobilier va se calmer, en tout cas en termes de hausse de prix, et que ce n'est pas le moment d'aller acheter une maison aux États-Unis pour gagner de l'argent. Le prix va devoir se calmer par rapport à la hausse de ces taux d'intérêt. Alors, est-ce que le fait que ce marché immobilier va se calmer, est-ce que ça va être aussi grave qu'en 2007 ? Non, évidemment. Parce qu'entre-temps, les ménages se sont bien réorganisés aux États-Unis. Alors d'une part, ce graphique vous le montre, c'est l'évolution de leur fortune pour l'ensemble des États-Unis. Aujourd'hui, les ménages ont à peu près 70 000 milliards, c'est des sommes considérables, à disposition, soit en actifs immobiliers, soit en actifs financiers. Donc si cette courbe orange est beaucoup montée depuis 2009, c'est parce que la bourse est montée, et parce qu'on vient de le voir, le prix de l'immobilier est beaucoup monté également. Alors ça, c'est très bien, puisqu'évidemment, quand vous avez des ménages qui ont une fortune importante, ça leur permet d'absorber des mauvais coups. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que leur endettement s'est bien réduit. Alors cette courbe vous montre l'endettement des ménages américains par rapport à leurs revenus annuels. Donc quand la courbe monte, ça veut dire qu'ils s'endettent de plus en plus par rapport à leurs revenus, qu'ils auront à un moment donné des difficultés à payer leurs dettes. Là, la courbe, vous voyez que depuis 2008, c'est tout le processus d'ajustement qui s'est produit, elle diminue, et aujourd'hui, ce ratio se retrouve au niveau de 2003. En 2003, on ne peut pas dire que les ménages américains étaient surendettés. Donc l'Amérique, de ce point de vue-là, a réussi à pousser ces ménages à se restructurer et leur mettre le bilan de ces ménages dans un excellent état. La même chose du côté des entreprises. Ce graphique vous montre l'évolution des dettes financières détenues, dues par les entreprises américaines par rapport au total du bilan. Donc quand la courbe monte, c'est-à-dire que les entreprises s'endettent de plus en plus par rapport à leur valeur d'entreprise. Là, vous voyez que cette courbe, elle se réduit maintenant depuis 2008, qui signifie que ces entreprises ont réussi également à diminuer leur endettement. Alors vous avez d'un coup les ménages qui sont en meilleure santé, les entreprises qui sont en meilleure santé, ça fait déjà 2 points fondamentaux qui sont très importants pour l'économie américaine. Et puis, le troisième point, dont on avait déjà esquissé les éléments l'année passée, c'est ce renouveau énergétique. L'Amérique qui est de nouveau devient une puissance pétrolière. Alors, on le voit ici sur ce graphique, vous allez d'abord voir les importations de pétrole de cette Amérique. Et donc, depuis 2008, ces importations de pétrole diminuent graduellement. Pourquoi ? Parce que simultanément, cette Amérique a réussi à modifier sa production de pétrole. Et donc aujourd'hui, ou l'année prochaine, on va certainement assister à ce croisement impressionnant, c'est que l'Amérique va produire plus de pétrole qu'elle n'en importe. Ça lui donne donc une indépendance très importante sur le marché énergétique. Ça lui permet d'amener de l'énergie plutôt bon marché à ces entreprises qui renforcent leur capacité concurrentielle. S'il faut produire des produits, on peut à nouveau les produire sur le sol américain puisque ça coûte un peu moins cher. Et donc il y a moins besoin de dépendre de l'étranger. Et puis, en plus, avec la réduction de ces importations, ça diminuera leur déficit commercial. Et ça, c'est une chose évidemment très très importante également. Alors ces fameux déficits américains dont on vient de parler, évidemment qu'ils sont toujours impressionnants. Vous avez ici donc le déficit de la balance courante. Vous voyez qu'il est en train de se combler. Il est exprimé en pourcentage du produit intérieur brut. Et avec ce que je viens de vous expliquer sur l'énergie, on peut imaginer que cette courbe va continuer de progresser
Et il ne serait pas étonnant de voir que l'Amérique devienne excédentaire sur ses comptes extérieurs d'ici 2 à 3 ans, grâce justement à cette réduction de la dépendance énergétique. Deuxième déficit qui est important, c'est aussi le déficit budgétaire. Mais là aussi, les choses s'améliorent. En 2009, 2010, on avait un déficit budgétaire qui atteignait près de 10% du produit intérieur brut. Donc énorme comme déficit budgétaire. Et là, vous voyez cette courbe noire qui remonte, grâce à la croissance qui est là, qui amène des recettes fiscales plus importantes, et puis grâce, évidemment, à ce programme de baisse des dépenses qui a été mis en place également à la fin de l'année passée. Donc, l'Amérique, elle a les moyens de résoudre ses déficits, elle a les moyens de résoudre son endettement qui est évidemment toujours très important. Elle a un endettement public qui est toujours très très élevé, c'est évident. Mais on a ici une puissance qui peut générer de la croissance économique parce que le bilan général de cette économie est plutôt en bonne santé. Et puis surtout, comme on en a déjà parlé, elle peut compter sur sa banque centrale parce que ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas que les taux d'intérêt remontent maintenant. Pourquoi ? Voilà l'évolution de cette dette publique en noir qui atteint 17 000 milliards de dollars. C'est ce fameux plafond dont on discute beaucoup à Washington aujourd'hui, puisqu'il faut que l'État américain se finance. Aujourd'hui, on ne peut pas dépasser ces 17 000 milliards. Il faut, de manière légale et législative, le faire remonter. Et puis, parallèlement, voilà la courbe des intérêts payés sur cette dette. Alors, le miracle qu'a réalisé cette banque centrale américaine, cette courbe orange, et donc aujourd'hui, les intérêts sur la dette américaine représentent à peu près 220 millions de dollars, avec une dette publique de 17 000 milliards. Ce qui est intéressant et fascinant ici, c'est que l'Amérique paye aujourd'hui moins d'intérêts sur sa dette que ce qu'elle payait d'intérêts en 2008, c'est le rectangle rouge en haut, payait 250 milliards de dollars par an, alors que la dette publique était moitié inférieure aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette banque centrale, en maintenant ses taux d'intérêt le plus bas possible, elle a réussi à renouveler le programme de financement de l'État américain et de lui amener un coût de financement très très bas. Donc c'est sûr que la Banque centrale américaine a ça à l'esprit aujourd'hui, elle ne veut pas faire monter les taux d'intérêt trop vite, puisque ça signifierait que cette courbe orange se mettrait à monter et que ce sera évidemment une charge qui deviendrait insupportable pour le budget de l'État américain. Mais finalement, comme on vient de voir que le panorama est plutôt favorable, avec une croissance économique qui s'installe aux États-Unis, l'Amérique peut se donner encore 1 à 2 ans et demander à sa banque centrale de ne pas monter les taux d'intérêt pour générer cette croissance qui va lui permettre justement de rembourser sa dette d'ici et de commencer le remboursement de sa dette d'ici 2016-2017. Alors l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? L'Europe, elle a le même phénomène que l'Amérique. Elle subit d'abord une hausse des taux d'intérêt, l'évolution des taux américains en orange et puis l'évolution des taux allemands. Donc on voit ce mimétisme parfait. La Banque centrale américaine dit « je pense réduire ma politique monétaire, changer ma politique monétaire », et puis vous avez les taux en Allemagne qui progressent. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est qu'il y a une corrélation importante entre ces marchés obligataires. Mais l'intéressant ici, c'est que si on prend l'évolution des taux de la dette italienne, ils n'ont quasiment pas bougé. Et ça, c'est très important, puisque si vous vous rappelez, l'année passée, c'était un des sujets chauds, justement, c'était de se dire attention, il ne faut pas que les pays du Sud aient des taux d'intérêt qui soient trop élevés, parce qu'on revient sur ce débat, ils ne pourraient pas payer leurs charges d'intérêt sur leurs dettes. Alors, grâce à la Banque centrale européenne, cette fois-ci, qui a annoncé qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour éviter que les taux italiens, espagnols, entre autres, ne remontent, on voit que malgré ce changement de politique américaine annoncé, l'Italie n'en souffre pas. Et ça, c'est évidemment un très bon point pour l'ensemble du sud de l'Europe. Alors ça tombe bien parce qu'on a justement un renouveau dans ces pays du sud. Et ça qui est vraiment important. D'abord, le coût du travail. Vous voyez ici, les deux courbes vertes qui diminuent vous montrent que le coût du travail en Espagne et en Irlande est en train de baisser. Alors évidemment, c'est embêtant pour les gens qui ont du travail parce qu'ils gagnent des salaires, ils ont des salaires de plus en plus petits. Mais d'un point de vue d'entreprise, ça veut dire que les entreprises redeviennent compétitives. Alors ce graphique est très parlant parce qu'il montre que l'Espagne est en train de s'adapter, mais il montre surtout que la France n'est pas du tout en train de s'adapter, puisque pendant le même temps, vous voyez que les coûts du travail en France continuent de progresser, et c'est un des pays européens où les coûts du travail progressent le plus. Ça veut donc dire que la France n'arrive pas à se mettre dans le moule de cet ajustement structurel qui est important pour relancer son économie. Donc le Sud le fait, mais pas la France. Alors on le voit aussi du côté des exportations. Voilà l'évolution des exportations, 3 grands pays, l'Allemagne évidemment qui a une très forte progression de ses exportations depuis 2009, avec un niveau d'exportation qui est supérieur à celui qu'elle avait avant la grande crise financière. Derrière une France qui
remonte, du coup, avec ses exportations, mais finalement, elle n'exporte toujours pas plus qu'en 2008. Puis l'Italie qui a quand même des difficultés. La nouveauté, elle est ici. C'est l'Espagne et le Portugal. Voilà l'évolution de leurs exportations. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous montre la dynamique qui est en train de s'opérer dans ces pays grâce à l'abaissement du coût du travail. Parce que pour pouvoir exporter plus, il faut que vos produits soient attrayants, vous produisez moins cher, puis il faut qu'il y ait de la demande. Donc là, l'Espagne et le Portugal sont en train de réaliser à leur échelle cet ajustement, c'est de produire moins cher et d'intéresser des clients qui d'ailleurs ne se trouvent pas forcément en Europe, mais aux États-Unis. Là, sur ce graphique, vous voyez les exportations espagnoles en particulier, qui progressent vers l'Europe, c'est la courbe noire, et surtout qui explosent dans les États-Unis. Donc l'Espagne a réussi à s'adapter et à s'intéresser, à se faire intéresser sur des marchés qui étaient en croissance, puisque l'Amérique est le continent où il y avait de la croissance économique justement. Alors, petite conséquence importante quand même, c'est qu'en termes de balance commerciale, le fait que vous réussissiez à exporter plus, ça améliore votre situation. Alors voilà le cas de l'Italie, qui malgré tout, elle ne génère pas beaucoup d'exportations, mais elle a réussi à diminuer ses importations. Mais peu importe, à la fin, aujourd'hui, elle a un excellent commercial. Et ça, c'est un signe de santé important. Derrière, vous avez la fameuse Espagne. Et là, c'est encore plus spectaculaire. Vous voyez ce retournement important de déficit commercial qui est en train de se combler très très vite. Il y a fort à parier que l'année prochaine, on arrivera quasiment à l'équilibre en termes de solde commercial. Et puis, malheureusement, le cas de la France, elle ne va pas du tout dans ce sens. Parce que vous voyez que, étant donné que cette France n'arrive pas à s'adapter, qu'elle produit toujours trop cher, que ses coûts salariaux sont toujours trop élevés, elle a de la peine à exporter. Et le résultat des courses, c'est que son déficit commercial n'arrive pas à se combler. Et là, avec ce graphique, vous avez tout à fait l'enjeu des prochaines années sur l'Europe, avec une Europe du Sud qui souffre beaucoup, mais qui se remet petit à petit sur pied et qui devient frontalement concurrentiel, un grand pays du centre de l'Europe qui est la France, et qui promet des débats tout à fait intéressants au sein de la zone euro. Alors, pour dernière comparaison entre la France et l'Espagne, je vous ai mis ici un petit secteur qui est la production de voitures. Vous allez croire que je suis obsédé par les voitures, mais en l'occurrence, c'est assez fascinant de nouveau. On a vu que les voitures américaines s'exportaient beaucoup. Maintenant, ici, je vous montre sur ce graphique les exportations de voitures, non pas en volume, mais en dynamique, en progression, entre l'Espagne et la France. Et là aussi, c'est fascinant. Vous voyez donc que l'Espagne a une dynamique d'exportation de voitures qui est beaucoup plus importante que la France. Ça ne veut pas dire que les voitures françaises sont mauvaises, ça veut dire que les voitures françaises produites en France coûtent beaucoup trop cher et sont donc trop chères à la vente. Et c'est d'ailleurs pour ça que des automobiles françaises sont produites en Espagne. C'est ça la morale de l'histoire, c'est que la concurrence se fait à l'intérieur de l'Europe et que grâce à l'abaissement du coût du travail, on peut réussir à se profiler positivement sur un marché comme les automobiles, qui était le marché de référence détenu par la France dans les belles années des années 70-80. Alors l'Europe, le dernier point qui est important, évidemment, c'est le chômage. C'est ça qui est difficile à gérer, c'est ça qui va être difficile à contenir en termes sociaux et en termes politiques. Vous voyez l'évolution des taux de chômage entre l'Amérique, cette courbe noire qui baisse depuis la reprise économique, et puis ce taux de chômage européen qui n'arrête pas de progresser et qui atteint même des chiffres assez impressionnants en Espagne avec un taux de chômage moyen de 26%. C'est sûr que quand vous avez un quart de la population qui est au chômage, il y a forcément des risques sociaux qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Et puis enfin, le dernier point sur l'Europe, c'est ce que j'appelle le joker allemand. Alors ça, c'est un point qui est assez récent, qui n'est pas encore acquis, mais qui est tout à fait passionnant. Vous savez qu'en Allemagne, on vient d'avoir des élections et que Mme Merkel a remporté ces élections, mais qu'elle ne peut pas gouverner tout seul. Donc elle doit s'allier avec probablement le SPD. Il y a des négociations en cours. Mais s'allier avec le SPD signifie de changer soit son attitude vers le sud de l'Europe en termes d'aide et de prêts, soit changer sa politique économique interne. Alors évidemment qu'on est sûr, c'est une évidence, qu'elle ne va pas changer son attitude vers le financement des pays du Sud qui sont en difficulté. Elle va rester ferme, elle va continuer de dire « je vous prête de l'argent, mais avec des conditions », pas de problème, ça ne changera pas. En revanche, elle va trouver un terrain d'entente, certainement avec le SPD, en disant « oui, on doit relancer notre économie, c'est vrai que notre consommation en Allemagne n'est pas très florissante ». Voilà l'évolution des variations de la consommation en Allemagne. Vous voyez cette courbe orange qui fluctue entre 1 et 2% en moyenne. Donc une croissance de la consommation annuelle de 1 à 2%. Aux États-Unis, par comparaison, dans les bonnes années, on est plutôt à 4% de croissance. Donc là, on est vraiment sur un pays qui a de la peine à consommer. Parce qu'il n'y a pas de mesure de stimulation de la consommation, parce que les salaires ne sont pas en forte progression. Donc là, forcément, qu'on va avoir des initiatives entre le SPD
et le parti de Mme Merkel. Alors pourquoi c'est important pour le sud de l'Europe? Parce que voilà, sur cette courbe, les importations allemandes de produits italiens, espagnols et portugais. Et vous voyez donc en pourcentage du total des importations réalisées par l'Allemagne. Vous voyez que depuis le début des années 90, l'Allemagne importe de moins en moins de produits italiens, espagnols et portugais. Alors ça va changer, d'abord parce que ces produits du Sud deviennent plus concurrentiels, comme on l'a vu, plus intéressants pour le consommateur allemand. Et puis si mon hypothèse est juste, avec cette stimulation de l'économie domestique, qui se traduira par des salaires un peu plus élevés en Allemagne, évidemment que le consommateur allemand va se mettre à attirer, à consommer des produits du Sud. Et ça, c'est comme ça qu'on va transmettre la croissance allemande vers le sud de l'Europe, et c'est un joker important pour le futur de la zone euro. Alors, dans ces conditions, la Suisse, est-ce que c'est comme d'habitude? Alors, la Suisse, c'est là aussi des taux d'intérêt qui fluctuent en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, comme en Allemagne. Vous voyez ici, donc en orange, toujours ces taux d'intérêt américains qui montent de 1,5 à 3%. Et puis cette courbe noire, les taux d'intérêt long terme de la Confédération, qui étaient très très bas évidemment, mais qui sont quand même montés au-delà des 1%. Donc on a aussi en Suisse le même effet qu'en Allemagne, on a une corrélation importante, et la hausse des taux d'intérêt à long terme signifie forcément qu'il y a des répercussions dans l'économie suisse, en particulier dans le domaine immobilier. Alors, pour le moment, la Banque nationale suisse est très consciente de ce phénomène. D'abord, elle ne veut pas que le franc suisse remonte, puis elle ne veut pas non plus freiner trop vite cette économie, et c'est pour ça qu'elle garde ses taux d'intérêt court terme le plus bas possible, donc à 0%. Mais en même temps, on sait que c'est intenable, et que la situation de la Banque nationale suisse est intenable comme celle de la Banque centrale américaine. Et on peut imaginer que si cette Banque centrale américaine a commencé à dire qu'elle allait peut-être faire quelque chose, la Banque nationale suisse va suivre le mouvement, puisque la Banque nationale suisse a été la deuxième banque centrale, en fait, à suivre cette initiative de la Banque centrale américaine. Alors, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle le Swiss tapering, c'est qu'évidemment, la BNS va faire, dans son style, la même chose que la Banque centrale américaine. Pour mémoire, voilà l'évolution du cours du franc suisse contre l'euro. Vous voyez donc cette courbe noire qui est stabilisée, et là, elle a réussi ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire éviter que ce franc suisse ne monte. Elle l'a stabilisé grâce à l'explosion de son bilan et ses achats de devises, d'euros, de livres sterling, de dollars en particulier. Ce qui fait que son bilan aujourd'hui est hypertrophié, 450 milliards de réserves qui sont bloquées dans le bilan, qui n'ont rien à y faire. Normalement, une banque centrale n'est pas là pour acquérir des devises. Et elle doit commencer à songer à s'en défaire. Et elle a le même problème que la Banque centrale américaine. Elle ne peut pas s'en défaire immédiatement, parce que si elle s'en défait immédiatement, ça aura des répercussions évidemment sur le franc suisse, voire sur les taux d'intérêt. Mais je pense que la conclusion intuitive de cet élément-là, c'est que, étant donné que l'environnement économique se porte mieux, l'appétit pour le franc suisse va graduellement, en tant que monnaie refuge, diminuer dans les prochains mois, et que naturellement, la Banque centrale suisse va pouvoir se désengager petit à petit et vendre les euros qu'elle a accumulés en masse dans son bilan. Et la conséquence, c'est qu'évidemment, en bas, les taux d'intérêt qui ont été maintenus artificiellement bas vont pouvoir remonter aussi progressivement. Mais là aussi, je le répète, cette Banque nationale ne va pas le faire trop fort, parce qu'on le sait, le marché immobilier suisse est surchauffé et que nos taux d'intérêt trop rapides perturberaient ce marché, pour ne pas dire le casser inutilement. Alors la conséquence de tout ça, c'est que probablement la croissance suisse va converger également vers la croissance européenne. Voilà l'évolution de la croissance de la zone euro, du PIB, qui probablement va passer du côté positif. Maintenant, elle a déjà passé du côté positif en trimestre, mais en termes annuels, elle va passer positive. Et voilà cette croissance suisse qui était très corrélée avec la zone euro, mais qui s'était décorrélée depuis l'émergence de la crise et qui avait réussi à avoir une croissance plus importante que la zone européenne. Dans ce panorama, il est logique que maintenant ces deux courbes se retrouvent et que la croissance européenne remonte et que la croissance suisse diminue un petit peu. Alors, les émergents, donc le dernier point d'interrogation du tout début de cette présentation, qui était rappelé, qui était de dire mais pourquoi ces émergents n'ont pas joué le rôle qu'on attendait de leur part, qui était de sauver le monde. Il y a des virages dangereux pour eux également. D'abord, ils subissent aussi aujourd'hui l'influence des taux d'intérêt américains, toujours cette courbe orange. Et puis, vous voyez les taux d'intérêt sur la dette émergente, donc en général de ces pays émergents, exprimés en dollars. Et vous voyez là aussi qu'il a suffi que la Banque centrale américaine dise quelques mots pour que ces taux passent de 6 à 8%. 2% de plus en l'espace de 2 mois. C'est évidemment considérable, ça a forcément des impacts sur la croissance économique locale de ces pays. Alors ça tombe à un très mauvais moment,
Parce que, d'abord, on sait qu'ils sont moins concurrentiels qu'auparavant. Avant, on avait l'Amérique qui devient plus concurrentielle, mais on voit que les émergents deviennent moins concurrentiels. Je vous donne l'exemple de la Chine. La courbe est à prendre avec des pincettes puisqu'elle est fournie par les statistiques officielles chinoises, donc elles sont certainement pas très très réalistes et qu'il faut les agrandir encore. Et voilà l'évolution du coût du travail en Chine, plus 70% en 5 ans. Donc évidemment, quand vous produisez des biens à faible valeur ajoutée et que votre coût du travail, les salaires progressent, évidemment, vous êtes en difficulté pour aller toujours vendre sur les marchés extérieurs vos produits. Donc ça, c'est un désavantage qui est un peu partout dans le monde émergent. Les salaires sont beaucoup montés. Deuxième élément, on a déjà un peu parlé, c'est que l'Amérique importe moins des marchés émergents. Alors, ici, je vais vous montrer l'évolution des importations américaines de produits en provenance du Brésil et de Chine. Alors, il y a des hauts et des bas, mais surtout, ce qui est important à voir, c'est que depuis 2011, on voit que cette croissance des importations diminue et que même pour les produits brésiliens, c'est une croissance négative. Donc l'Amérique consomme moins de produits brésiliens et puis elle consomme un peu moins de produits chinois. Alors qu'est-ce qui est intéressant à voir ici, c'est que maintenant je vais vous montrer l'évolution de la croissance américaine, parce que normalement quand il y a de la croissance aux États-Unis, ça veut dire qu'on importe beaucoup de produits émergents, ce qui était le cas auparavant, ce qui n'est plus le cas depuis 2012. Vous voyez sous ce rectangle en vert, cette croissance américaine qui fluctue entre 2 et 3%, et pourtant, vous voyez ces deux courbes orange et noires qui ne remontent pas. Ça signifie qu'il y a un changement fondamental en Amérique et qu'on ne consomme plus de l'émergent, soit parce qu'on n'aime pas, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'on le trouve localement. Donc c'est ça l'enjeu majeur qui est en train de se produire, cette Amérique qui redevient concurrentielle et ces émergents qui en souffrent indirectement. Et puis en plus, si la Chine ralentit, c'est embêtant pour l'ensemble du monde émergent. Voilà l'évolution des importations chinoises de produits fabriqués au Brésil, en Russie et en Inde. Vous voyez donc cette longue montée, la Chine s'est développée, elle avait besoin de matières premières, elle avait besoin de composants, elle les achetait aussi dans ses produits émergents. Alors ça s'est stoppé en 2009-2008 parce qu'il y avait la récession mondiale, c'est logique, puis c'est reparti, mais maintenant on voit que ça redescend. Donc ça signifie bien que la Chine est en train de ralentir et qu'en ralentissant, elle est en train de diminuer son effet de traction sur le monde émergent. Donc le fameux cercle vertueux qui existait entre les pays émergents, il n'existe plus. La Chine ralentit et ça a des conséquences négatives également sur ces pays émergents. Et puis il y a un nouveau concurrent qui arrive en plus à ces pays émergents, c'est le Japon. Le Japon, le graphique parle de lui-même, sans parler de chiffres, c'est l'évolution du bilan de la Banque centrale japonaise. Donc voilà, la Banque centrale japonaise fait la même chose que la Banque centrale américaine et s'est dit il faut gonfler le bilan pour relancer mon économie, puis évidemment faire baisser mon yen. Alors ça tombe bien pour le Japon parce que sur ce graphique de droite, ça aussi c'est une surprise peut-être, le Japon n'a plus d'excédents commerciaux. Il a un déficit commercial. C'est-à-dire que le Japon importe plus de produits qu'il n'en exporte. Alors il y a des raisons fondamentales, il est trop cher pour exporter, mais surtout il y a aussi des problèmes énergétiques. Après Fukushima, un problème de production d'électricité qui n'a été compensé que par de l'importation de produits énergie. Donc ce Japon a maintenant un gouvernement qui veut faire baisser le yen dans une situation de balance commerciale qui est déficitaire, qui veut dire que ce yen va continuer de baisser. Et si le yen devient plus faible, ça devient un concurrent pour ces mêmes marchés émergents. Et ça signifie aussi, quand vous avez un yen qui est plus faible, que ça devient plus difficile d'acheter des produits à l'extérieur, et en particulier des produits émergents. Donc là aussi, c'est un coup dur pour ces marchés émergents. Alors la synthèse de tout ça, c'est qu'en fait, ce titre un petit peu provocateur, c'est que ces marchés émergents finalement sont un peu comme les pays développés et comme l'Europe aux États-Unis en 2008-2009. Voilà ce tableau, vous avez l'éventail de tous les pays émergents, ce sont les points rouges, avec sur l'axe horizontal, c'est le solde de la balance extérieure. Donc quand on est du côté droit comme Singapour, ça veut dire qu'on réussit à avoir un excédent commercial, on exporte plus qu'on importe. Puis quand on est en dessous de la ligne horizontale, ça veut dire qu'on a un déficit budgétaire, donc on dépense plus que les recettes fiscales. Alors, vous voyez d'une part que tous ces pays sont du mauvais côté budgétaire, ils ont des déficits budgétaires. Puis il y a toute une frange de pays qui commence par le Chili jusqu'à l'Inde, dans le cadran gauche, qui est évidemment le pire des cadrans, parce que non seulement vous avez un déficit budgétaire, mais en plus vous avez un déficit commercial. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le graphique américain que je vous montrais tout à l'heure, les twin déficits, déficit commercial, déficit budgétaire. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces deux points verts qui vous montrent où sont les États-Unis aujourd'hui et où est la zone européenne. Vous voyez que finalement, ces pays émergents, de ce point de vue-là, ne sont pas tellement différents de l'Amérique aujourd'hui et de la zone européenne.
Alors, dans ces conditions, évidemment qu'une grande question vient à l'esprit, c'est comment va réagir la Chine? Parce qu'on l'a déjà dit, la croissance chute, on va passer de 12% à près de 6,5% en 4 ans, c'est brutal comme ralentissement économique. Et quand la Chine voit l'évolution des monnaies brésiliennes, de la livre turque, de la roupie indienne qui baisse, et qu'elle voit, elle, que son yuan n'arrête pas de monter, on peut quand même s'interroger sur la capacité des dirigeants chinois à maintenir ce qu'ils avaient annoncé, c'est-à-dire restructurer l'économie, diriger plus l'économie sur la consommation que sur les exportations. On peut se demander si ces jeunes dirigeants chinois seront solides face au ralentissement économique interne pour se dire non, il ne faut pas qu'on dévalue, il ne faut pas qu'on relance notre modèle basé sur les exportations. Je pense qu'on peut avoir un point d'interrogation parce que quand un pays ralentit aussi vite, les tentations de relancer l'activité par des dévaluations sont toujours très très importantes. Évidemment que ce serait un scénario catastrophe. La Chine qui annonce une dévaluation, ça provoquerait des remous très importants dans l'ensemble des marchés émergents et par contagion dans le reste du monde. Mais c'est un point à suivre. Et si cette croissance chinoise continue de diminuer, de descendre, cette problématique ressurgira d'autant plus. Alors, en plus, c'est vrai, comme en Europe à la belle époque, on va dire, on a un calendrier politique qui est chargé l'année prochaine dans les pays émergents. On a des élections parlementaires en Afrique du Sud, en Inde, en Indonésie, on a des élections présidentielles au Brésil, en Turquie, en Afrique du Sud. Et l'expérience européenne le montre, quand on a des élections importantes, parlementaires ou présidentielles, ça perturbe le jeu de l'ajustement économique. Et qu'on peut craindre justement qu'il n'y ait pas d'ajustement qui se passe et que ces pays soient tentés pour être réélus, que ces hommes politiques pour être réélus soient tentés de faire baisser leur monnaie pour montrer que la croissance revient. Alors, conclusion générale, évidemment, vous l'aurez compris, on a donc de nouvelles concurrences aujourd'hui sur cette planète, on a de nouvelles convergences qui sont en train de s'opérer en termes de rythme de croissance, que ce soit entre la Suisse, la zone euro, que ce soit entre le monde émergent, les pays développés, que ce soit à l'intérieur des pays émergents. Et je crois que si on devait résumer ça en termes de score de foot, de match de football, si on devait résumer la croissance entre les émergents et les pays développés, en 2008, les émergents menaient 6 à 0, 6% de croissance dans les pays émergents, 0 dans les pays développés. En 2014, heureusement, ce score est en train de se réduire. Il n'y en aura plus que 5% dans les pays émergents et il y en aura 2% dans l'ensemble du monde développé. Ça, c'est quand même plutôt intéressant parce que ça veut dire que les divergences se comblent et que la croissance mondiale, qui sera plus forte l'année prochaine, évidemment, sera plus soutenable quand il y a moins d'écart entre les grandes zones. Alors, dans cet environnement, évidemment, que vient une question maintenant, la question fondamentale avec ce scénario-là, comment on investit, comment on place son argent, comment on réfléchit à construire un portefeuille. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'évidemment, depuis 2008, beaucoup de choses ont progressé. Vous avez donc ces deux graphiques, les actions à gauche et puis les obligations. Vous voyez donc que les actions, en général, elles ont fait plus que doubler. C'est évidemment une performance impressionnante. Et puis, du côté des obligations, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, les obligations américaines, c'est la courbe orange, ne fait plus rien depuis 2 ans, on voit des performances, somme toute, sur cette période qui fluctuent entre 40 et 100%, le 100% étant les obligations de ces pays émergents. Donc on a un grand bout de chemin de performance qui a été parcouru, et donc on peut se poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors du côté des obligations, je crois que le message que je vous ai donné était long terme, on va avoir encore des tensions sur ces obligations long terme, pas de dérapage énorme, mais ce n'est pas le moment d'acheter des obligations long terme, toujours pas le moment, il faut attendre encore un peu que ces taux d'intérêt montent. Aux États-Unis en particulier, il faut attendre qu'on passe ces 3% pour recommencer à acheter des obligations. Et puis sur le court terme, alors là aussi on est embêté aux États-Unis parce que même si la Banque centrale américaine ne montrera pas ses taux d'intérêt, on voit que ces taux d'intérêt dits de 1 à 5 ans sont toujours très bas et il y a un risque important que ces taux d'intérêt montent. Donc voilà, les perspectives obligataires sur le marché américain sont vraiment pas très attrayantes et donc on doit aller chercher ailleurs des rendements pour obtenir quelque chose de plus intéressant. Alors sur ce graphique, l'évolution des rendements du trésor américain, la courbe orange, et puis si les années précédentes c'était intéressant d'acheter des obligations d'entreprises américaines parce que les rendements étaient supérieurs, aujourd'hui il n'y a plus de différence entre ces deux types d'obligations. Il faut donc passer à autre chose. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est là où on reste positif. Ce sont malgré tout ces obligations des pays émergents libellées en dollars pour ne pas prendre de risques monétaires suite aux effets de valseuse qu'on va observer sur ces devises. Et puis également des pays comme l'Italie qui offrent toujours des rendements intéressants de plus de 4%, qui sont intéressants soit par rapport au rendement européen, soit par rapport
au rendement en dollars. Donc voilà, du côté des obligations, pas beaucoup d'alternatives, mais il reste encore quelques poches, comme on dit, pour gagner un petit peu d'argent. Donc, la conséquence de cet élément-là, c'est qu'il faut trouver autre chose que les obligations, évidemment. Et évidemment, qu'est-ce qui reste à part les obligations? Principalement, ce sont les actions. Alors, sur ce graphique, vous avez une situation assez normale. Vous avez les rendements qu'on obtient sur différentes classes d'actifs aujourd'hui, avec les actifs qui offrent le plus de rendement sont en haut du tableau, donc les actions des marchés émergents, les actions européennes, les actions américaines, et puis tout en bas, le cash qui n'offre toujours rien. Donc quand on regarde ce tableau-là, la conclusion est assez rapide, se dire oui, mon cash ne me rapporte rien, mes obligations sont plutôt dans le bas du tableau, ça ne vaut peut-être pas la peine de générer 1, 2% par an. Il faut donc que je continue de diversifier mes risques, d'en prendre un peu plus et d'aller investir sur les actions qui sont dans ce haut du tableau. Alors, c'est embêtant aussi parce qu'on sait, comme je vous l'ai dit, on a vu cette performance des marchés actions, puis on voit que ces marchés ont beaucoup monté et sont allés au-delà de la réalité aujourd'hui quand même. Vous avez ici, au niveau mondial, la courbe noire, c'est l'évolution des bénéfices par action des entreprises. Donc, ils n'ont quasiment pas progressé depuis 2011, malgré la croissance mondiale. Pourquoi? Parce que dans cet indice, évidemment, il y a différentes zones. Il n'y a pas que l'Amérique, il y a la zone européenne qui était en récession, il y a le Japon qui a eu des difficultés. Bref, au niveau mondial, les bénéfices n'ont pas monté. Les dividendes sont un petit peu montés, mais ce que je vais vous montrer surtout, c'est ça, c'est que le prix des actions, comme on l'a vu, est monté nettement plus que les bénéfices. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, même si on pense que les actions sont intéressantes, on l'a vu, tout le monde y a déjà pensé depuis un moment, et c'est pour ça que les actions ont été au-delà de la croissance des bénéfices. Et c'est pour ça que quand on regarde les évaluations, qui sont ici exprimées dans les différents marchés, avec le fameux price to book, on évalue le cours des actions par rapport à la valeur du bilan, on voit que depuis 2009, les évaluations ont eu tendance à monter, avec une zone qui est un petit peu quand même inquiétante, c'est l'Amérique, puisqu'aujourd'hui, l'Amérique se traite quasiment au même niveau que 2007. Et donc, quand on doit faire un choix, aujourd'hui, le choix, c'est de se dire où est-ce que j'ai envie d'investir et ne pas prendre trop de risques, ou en tout cas, investir à un endroit que je ne paye pas trop cher, parce que s'il se passe quelque chose auquel je n'ai pas pensé, au moins en ne payant pas cher, je serai immunisé. Alors, évidemment, qu'on le voit, c'est plutôt dans le bas du tableau, c'est plutôt, et contrairement à ce que je disais dans mon scénario économique qui n'est pas très positif pour les marchés émergents, ces marchés émergents ne sont pas très chers aujourd'hui. Donc à la fin, en tant qu'investisseur, il faut balancer ces deux, un scénario économique et puis une évaluation. Et aujourd'hui, on le voit que ces marchés émergents ne sont pas très chers, comme l'Europe ne l'est pas beaucoup. Alors, on le voit encore plus, c'est encore plus flagrant sur ce tableau. Ce bâton orange vous donne l'évaluation, toujours ce cours sur la valeur des actifs. Vous voyez que les marchés émergents se traitent avec un discount de 25% par rapport au monde dans son entier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est où se situe ce bâton orange par rapport au petit carré gris. Et vous voyez que par le petit carré gris vous donne l'évaluation de ces deux marchés, émergents ou monde, par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc les marchés émergents sont moins chers que le monde, puis ils sont moins chers que la moyenne des 5 dernières années. Alors que dans le monde, c'est le bâton de droite, ils sont plus chers que les marchés émergents, puis ils sont plus chers que leur moyenne des 5 dernières années. Donc il y a une interrogation importante qui est là, et de se dire, mais ne sombrons pas dans la dépression en se disant que rien ne va dans le marché émergent. À la fin, c'est ce qui compte, c'est combien je paye pour être investi dans une zone, et là, ostensiblement, je ne paye pas très cher. Alors, il y a deux risques à ce scénario qu'il faut garder en tête. C'est qu'on peut avoir un risque de ce qu'on appellera un tapering move, c'est-à-dire que les banques centrales, disons, inquiètes par leurs paroles, se disent on ne va pas resserrer notre politique monétaire, on ne va pas trop parler, on ne veut pas faire monter trop les taux d'intérêt. Et là, évidemment, on va faire ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on va tous se précipiter sur les actions. Et ça s'appelle l'euphorie. Puis elle a d'ailleurs déjà un peu commencé aux États-Unis, pas dans le reste du monde. Mais voilà, ici, par exemple, le montant des marges déposées auprès des brokers, des correspondants américains pour acheter des titres à la bourse. Donc quand la courbe monte, ça veut dire que les personnes qui opèrent là derrière sont prêtes à prendre un peu de crédit pour aller spéculer sur la bourse américaine. Puis on voit que les montants en jeu aujourd'hui sont quasiment au niveau de 2007. Donc on voit clairement que sur la bourse américaine, il y a déjà un phénomène d'euphorie, mais qui n'a pas eu lieu sur l'Europe et qui n'a pas eu lieu du tout sur les marchés émergents. Puis deuxième risque, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ça c'est intéressant, même si on n'a pas un scénario de hausse de taux, il faut garder ça en tête, ce qui est plus embêtant pour l'évolution d'une bourse, c'est une récession. Alors d'abord l'évolution de la bourse américaine, vous voyez donc les à-coups entre 2000 et 2008. Là je vous fais apparaître l'évolution des taux d'intérêt.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand les taux d'intérêt montent, c'est dans ces rectangles pointillés rouges, donc cette courbe jaune qui monte dans ces rectangles, ben la courbe noire, elle ne tombe pas, elle ne baisse pas. Donc on voit très clairement que la hausse des taux d'intérêt, en tout cas dans les premières hausses de taux d'intérêt, la bourse américaine ne réagit pas négativement. Donc c'est intéressant par rapport à notre scénario, puisque déjà on n'envisage pas de hausse de taux d'intérêt, mais même si elle vient en 2016 et que rien n'a changé, c'est pas ça qui va faire baisser le marché. Ce qui fait baisser une bourse, c'est les récessions. Et là, c'est très visible. Ces petits bâtons roses en bas sont les deux récessions importantes qu'on a eues aux États-Unis. Et évidemment, dans ces deux cas, le marché américain s'est effondré. Donc aujourd'hui, notre scénario n'est pas une récession, évidemment, mais quand je vous présente ces deux risques, c'est important pour nous de les garder en tête, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on va basculer plutôt sur une euphorie ou est-ce qu'il y a un risque de récession? Alors, dans les conclusions générales, ce que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'on reste évidemment plutôt optimiste sur les actions par rapport aux obligations. S'il y a des obligations, c'est celles que je vous ai mentionnées, espagnoles, italiennes, émergentes en dollars. Puis du côté des actions, on est plutôt sur les actions européennes parce qu'elles sont bon marché. Et puis on a en tête ces marchés émergents qui vont être le joker de la performance certainement l'année prochaine. Du côté des devises, évidemment que le panorama que je vous ai décrit est plutôt favorable à la croissance américaine, un assainissement général de cette économie, et ça c'est plutôt positif pour le cours du dollar contre l'ensemble des devises. En revanche, deux devises qui vont certainement ne rien faire, voire se déprécier, le franc suisse, pour les raisons que je vous ai évoquées, de changement de politique monétaire et d'amélioration de la zone euro par rapport au franc suisse, et le yen qui va être faiblir, donc qui va être mené vers le bas volontairement par les autorités japonaises. Quant à l'or, effectivement, il est devenu peu attractif dans cet environnement très cyclique. On n'a pas envie d'acheter de l'or quand on a de la croissance économique, on a plutôt envie d'être investi dans les actions. Et donc, nous avons réduit nos expositions sur l'or. Dans ces conditions, il n'y a plus de risque systémique et pas de raison de se précipiter sur le cours de l'or. Et s'il faut choisir entre les deux risques que je vous ai mentionnés, parce qu'en m'écoutant vous faire cette présentation, ce que je me rends compte, c'est que je suis en train de vous décrire un scénario qui est somme toute assez partagé dans le monde financier aujourd'hui, et on sent bien que tout le monde est un petit peu dans les starting blocks, comme on dit, pour se dire, une fois que par exemple ce débat sur la dette américaine sera réglé, je me précipiterai pour acheter des actions parce que je n'ai pas d'autre alternative. Et je sens bien qu'en vous expliquant ce scénario, je vous explique le scénario que probablement des milliers d'autres personnes dans le monde sont en train d'expliquer à d'autres clients et d'autres investisseurs. Ce qui signifie qu'on va avoir ce risque le plus probable, qui est cette euphorie qui nous pousse dans des excès. Et ça va être cela, le thème de l'année prochaine, je pense. Autant le thème de 2011 ou 2012, comme on vous l'avait annoncé, qui était de prendre des risques, aujourd'hui, je pense que dans notre stratégie, ça va être très important de savoir gérer tous ces excès auxquels on va être confronté l'année prochaine. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, comme d'habitude, nous passons immédiatement aux séances de questions si vous en avez. Merci.